Merci Geneviève. Fait que je suis super contente là, que vous soyez présents avec moi ce midi pour que je puisse vous partager en fait un sujet qui m'intéresse vraiment beaucoup, qui est l'intervention assistée par l'animal, donc plus particulièrement auprès de personnes contrevenantes. Donc, comme Geneviève a dit, c'est de la théorie à la pratique. En fait, là, pendant ma maîtrise, j'ai fait un essai justement à ce sujet-là qui est dirigé par Isabelle Fortin-Dufour qui est avec nous ce midi. Donc, en fait, là, justement, de la théorie, fait que ça va partir un peu de la théorie qui a été un peu trouvée dans la littérature scientifique là, dans le cadre de cet essai-là. Puis, par la suite, bon, on va faire des liens un peu plus avec la pratique, mais je vais quand même prendre le temps d'établir là, quelques petites bases là, dans les premières minutes de cette rencontre. Okay, parfait. Donc, en fait, ce qui a été comme trouvé dans la littérature, en fait, c'est que les interventions étaient comme très peu détaillées. Donc, les informations qu'on avait principalement, c'était vraiment plus qui était par rapport au contenant des interventions, plus que du contenu. Donc, en fait, ce qui était présent, bon, on pouvait connaître l'animal qui était utilisé, le sexe, l'âge des personnes contrevenantes qui participaient à l'intervention, tout ce qui était fréquence, durée des rencontres, la modalité individuelle ou de groupe. On pouvait connaître aussi, bon, objectif, résultat. Mais ce qui était peu présent dans la littérature, c'était vraiment tout ce qui était comme un peu plus le contenu de l'intervention, donc des choses un peu plus spécifiques. Donc, par exemple, comment est-ce qu'on a sélectionné l'animal, comment est-ce qu'on a fait le pairage entre la personne qu'on aide, les objectifs et les caractéristiques de l'animal, c'est quoi les stratégies d'intervention là, qu'on utilise pendant une rencontre d'intervention assistée par l'animal, c'est quoi les activités, comment est-ce qu'on se prépare, comment est-ce qu'on prend en compte le bien-être de l'animal. Donc, tout ça, toutes les choses un petit peu plus aussi des fois techniques, c'était comme peu présent. Donc, parfois, il l'avait dans quelques études, mais c'était assez rare. Donc, j'ai eu quand même une certaine difficulté à faire ressortir les ingrédients actifs. Par contre, on a quand même pu avoir de très beaux résultats là, qui vont être brièvement discutés tantôt. Puis, j'ai également remarqué qu'il n'y avait comme pas vraiment de cadre théorique spécifique là, à ce type d'intervention-là. Ce qui a fait en sorte que je suis allée faire une formation en zoothérapie, donc une formation qui est d'un peu plus de 500 heures. Puis aujourd'hui, je vous présente un peu le fruit de tout ça entre justement la théorie de l'essai et la pratique de cette formation-là. Donc ici, j'utilise le terme zoothérapie. Donc tantôt, on va tout démêler un peu tout ça. C'est quoi intervention assistée par l'animal, zoothérapie? On y revient tantôt. Donc, dans un premier temps, bon, je vais mettre un peu la table là, pour vous parler un peu bon, des personnes contrevenantes, c'est qui, c'est quoi leurs besoins, puis pourquoi est-ce que ça serait pertinent d'utiliser cette stratégie d'intervention-là auprès de ces personnes-là. Donc, en fait, dans un premier temps, on sait qu'il y a une surreprésentation en milieu carcéral là, des personnes autochtones, des jeunes adultes et des hommes. Puis, ces personnes-là ont vraiment plusieurs besoins. Donc, par exemple, on voit qu'il y a une proportion quand même importante de personnes qui ont des troubles de santé mentale, une dépendance, qui ont vécu de la violence conjugale ou qui ont commis de la violence conjugale, qui ont été victimes d'abus sexuels ou qui présentent aussi des attitudes suicidaires. Donc, on voit qu'ils ont vraiment beaucoup de besoins auxquels on doit répondre. Puis, en fait, dans la littérature, on sait qu'il y a environ 60 des 18 à 35 ans au Québec qui récidivent. Donc, je me suis questionnée à savoir comment est-ce qu'on pourrait améliorer les interventions là, qui sont offertes aux personnes contrevenantes. Puis, en fait, c'est pour ça que j'ai décidé de m'intéresser à l'intervention assistée par l'animal. Présentement, bon, le modèle d'intervention actuel, c'est celui de risque, besoin, réceptivité, où est-ce qu'on va plus parler de facteurs de risque qui sont associés à la récidive. Donc, ici, vous en avez comme quelques-uns. Donc, vous verrez que quand on parle de facteurs de risque, c'est un peu plus centré sur les déficits. Puis ça, c'est une critique de ce modèle-là, c'est que
c'est centré sur les déficits, ce qui fait en sorte que ça va vraiment venir diminuer la motivation au changement. Puis d'un autre côté, on sait que ce qui fonctionne auprès des personnes contrevenantes, ça va être vraiment plus la relation entre l'intervenant et la personne aidée est forte, plus les interventions vont pouvoir être efficaces. Les sanctions alternatives comme la peine de sursis aussi, c'est quelque chose qui est efficace, comme les communautés thérapeutiques. Puis plus la motivation est interne aussi, plus les interventions seront efficaces. Donc, ce qui nous amène à conclure que, bon, un environnement positif pourrait permettre une réponse plus positive au traitement. Donc, à partir de cette réflexion-là, c'est également appuyé par le fait que, ça a été soulevé dans une étude là, que, ici, vous voyez que la relation thérapeutique compte pour 30 de l'efficacité d'une intervention. Donc, ce qui est quand même une bonne proportion, plus que l'approche utilisée. Donc, on voit aussi que les facteurs externes qui sont un 40 par contre, les facteurs externes, ce n'est pas nécessairement quelque chose sur lequel on a le contrôle. Donc, c'est par exemple les caractéristiques de la personne ou encore les facteurs, en fait, les événements de vie de la personne aussi. Donc, dans ce qu'on a le contrôle, majoritairement, c'est la relation thérapeutique qui va vraiment comme influencer beaucoup l'efficacité d'une intervention. Donc, à la lumière de ça, je me suis dit justement que l'intervention assistée par l'animal, par tous ses bénéfices, pourrait vraiment être une belle intervention à utiliser auprès de ces personnes-là. Donc, en fait, ce qu'on sait, c'est que l'animal va vraiment venir communiquer une acceptation positive inconditionnelle qui ne posera pas de jugement puis qui va vraiment démontrer une disponibilité. Donc, en fait, c'est toutes des attitudes relationnelles, donc un savoir-être qu'on veut chez un intervenant, puis chez un animal, c'est comme de base. Donc, ce qui fait en sorte que c'est vraiment comme moins menaçant que l'humain parce qu'on sait qu'il y a déjà ces attitudes-là. Puis, ça va vraiment créer un effet sécurisant chez la personne contrevenante, ce qui va favoriser la création d'un lien entre l'intervenant et la personne aidée. Par contre, j'ai mis un petit astérisque pour ce qui était de la disponibilité constante. En fait, dans la pratique, un animal, c'est un être vivant. Donc, ça se peut que des fois, il ne sera pas disponible. Donc, ça, en fait, ça va être quelque chose que l'intervenant va soit devoir créer, va devoir s'assurer qu'il soit disponible pendant l'intervention. Par contre, la non-disponibilité de l'animal peut aussi être une belle stratégie d'intervention où est-ce que, par exemple, on amène, dépendamment des objectifs qu'on veut travailler avec la personne, si l'animal se montre peu disponible, puis qu'on veut, par exemple, faire un reflet à la personne, une personne, par exemple, elle qui se montre peu ouverte, bien, ça peut faire travailler, par exemple, la capacité de résolution de problèmes, à voir comment est-ce que tu peux rendre, par exemple, l'animal plus disponible, puis faire un reflet un peu sur son comportement à elle. Donc, ça, c'est juste un petit exemple. On s'en parle un peu plus en profondeur là, dans les prochaines diapositives. Donc, en fait, dans l'essai que j'ai réalisé à la maîtrise, il y a plein de super beaux résultats qui sont ressortis. Donc, par exemple, tout ce qui était amélioration de la gestion des émotions, diminution de l'anxiété, augmentation de la conscience de soi, des relations sociales, de l'empathie, du pouvoir d'agir. Puis ça, on voit que ça correspond en quelque sorte à ce qui est des facteurs de risque associés à la récidive qui sont présentement au cœur du modèle d'intervention actuel. Donc, on voit que ça vient répondre à un certain besoin, donc ce qui est en lien, par exemple, avec les attitudes ou les relations antisociales ou encore les difficultés interpersonnelles. Donc, ces résultats-là peuvent venir combler les besoins qui sont présents. Donc, voilà, c'était pas mal ça pour justement mettre la petite base théorique. Donc là, on va vraiment plus passer un peu plus à la pratique. Donc, je vais commencer par vous définir, c'est quoi les interventions assistées par l'animal? Quand on parle de zoothérapie, on veut dire quoi par là? En fait, le terme zoothérapie est très, très peu utilisé dans la littérature scientifique. Donc, en fait, dans tout ce qui est la littérature scientifique, en anglais, je n'ai pas vu ce terme-là nulle part. Donc, on va vraiment utiliser les termes là, que vous voyez à l'écran.
Donc, en fait, zoothérapie va être vraiment un peu plus le jargon qu'on utilise ici au Québec. Puis, sinon, par exemple, en Europe, on va utiliser le terme médiation animale. Donc, des fois, on a comme plein de termes, des fois, qui peuvent être mélangeants, là, fait que d'où l'importance de le définir là, tout de suite dans la présentation, donc pour savoir de quoi je vais parler un peu. Donc, en fait, les interventions assistées par l'animal vont regrouper 3 types d'interventions, donc ce qui est des activités, de la thérapie et l'éducation assistée par l'animal. Donc, moi, je me suis intéressée davantage à ce qui est activité, thérapie assistée par l'animal. Quand on parle d'éducation, ça va être un peu plus en milieu scolaire, donc un peu plus pour travailler des habiletés qui sont en lien avec le milieu scolaire. Donc, ça, je vais moins m'y attarder un peu aujourd'hui. Donc, je vais commencer par vous définir un peu c'est quoi la thérapie assistée par l'animal. Donc, on a 3 critères qui doivent être présents. Donc, dans un premier temps, on doit avoir un animal qui est entraîné, qui a été sélectionné pour répondre aux objectifs qui doivent être travaillés avec la personne. On a besoin d'un intervenant qui est formé autant en thérapie assistée par l'animal, donc en bien-être animal et en relation d'aide. Puis, on veut aussi des objectifs. Donc, on veut viser un objectif précis. Donc, c'est une stratégie d'intervention qui est assez structurée puis qui va vraiment très bien s'intégrer là, dans un suivi ou dans le cadre d'un plan d'intervention aussi. D'un autre côté, on a les activités assistées par l'animal, où est-ce que ça va être une modalité d'intervention qui va être beaucoup moins structurée, où est-ce que, l'intervenant ne sera pas toujours formé. Parfois, ça va être des bénévoles qui vont faire ce type d'activité-là. Puis souvent, on va viser des objectifs un peu plus larges, comme des objectifs de bien-être de la personne. Donc, souvent, on peut voir ça, par exemple, en CHSLD, donc où est-ce qu'on amène des animaux pour, par exemple, favoriser le bien-être des personnes. Donc, c'est beaucoup moins structuré. Par contre, ça n'exclut pas le fait qu'on peut vraiment amener la thérapie assistée par l'animal, par exemple en CHSLD, où est-ce qu'on veut vraiment travailler des objectifs précis avec certaines personnes. Puis en milieu carcéral, comment est-ce que ça se traduit, par exemple, les activités assistées par l'animal que j'ai analysées dans l'essai? C'était plus, en fait, la présence, par exemple, de chiens que les personnes contrevenantes devaient réhabiliter, donc dans le but de pouvoir avoir une famille, puis dans le fond, faire un peu l'éducation du chien. Par contre, ça demandait quand même une grande intensité de présence du chien dans le milieu. Il n'y avait pas tout le temps un intervenant pour s'assurer du bien-être du chien non plus. Donc, tandis que la thérapie assistée par l'animal, ça demande un peu une moins grande intensité de traitement, puis on est un peu plus certain des objectifs qu'on va atteindre parce qu'on va justement se mettre des objectifs vraiment se mettre une structure pour atteindre ces objectifs-là, tandis que dans l'activité assistée par l'animal, ces résultats-là vont être un peu plus aléatoires. On va être moins certain d'atteindre des objectifs ou des bienfaits. Donc, c'est pourquoi aussi, dans cette présentation-ci, je vais vraiment me concentrer sur ce qui est de la thérapie assistée par l'animal, étant donné que, ça serait plus efficace en termes de quand on y met moins de temps, c'est moins lourd aussi. C'est pas nécessairement l'animal qui est présent 24 heures sur 24. Ça va être des rencontres de 1 heure, 2 heures seulement, où est-ce que ça va être vraiment structuré et un peu plus planifié. Donc, voilà. Donc, maintenant, je présente les effets de la relation humain-animal. Donc, ces effets-là, ça va être vraiment la base de nos interventions. Donc, les interventions qu'on va venir faire vont vraiment toutes être basées sur ces effets-là. Donc, c'est important de justement les connaître pour vraiment venir les optimiser puis vraiment les utiliser dans nos interventions. Donc, je vous en présente quelques-uns. Donc, dans un premier temps, on a l'effet miroir. Donc, l'effet miroir, c'est quoi ça? Ça va être que par exemple, dépendamment de la sensibilité de notre animal, donc plus l'animal est sensible, plus il va créer un effet miroir avec la personne. Donc, c'est par exemple, si la personne vit du stress, bien, l'animal va réagir à ce stress-là, va
nous démontrer dans son comportement aussi qu'il ressent le stress de l'autre personne. Donc, par exemple, qu'on rencontre quelqu'un qui est stressé, mais qui nous dit, par exemple, « Ah non, non, je ne suis pas stressé », mais qu'on voit notre animal réagir justement à son stress, bien, on peut lui refléter à partir de l'animal. C'est notre animal qui nous dit ça, puis aller questionner la personne. Donc, c'est beaucoup moins menaçant de partir de ce que l'animal nous dit que de lui refléter par nous-mêmes, dans le fond, cette chose-là. Donc, puis comme je disais, dépendamment de la sensibilité de l'animal, hein, ça va être aussi dans nos critères de sélection. Est-ce qu'on veut un animal qui est sensible? Est-ce qu'on veut un animal qui est peut-être un peu moins sensible, dépendamment des objectifs qu'on veut venir travailler? Par la suite, il y a la projection. Donc, la projection, ça va être un peu plus dans le verbal de la personne, donc de qu'est-ce qu'elle va dire. Donc, des fois, elle peut projeter ce qu'elle ressent sur l'animal. Par exemple, elle pourrait dire « Ah, il est content aujourd'hui, ton chien. » Bien, peut-être que ça reflète comment est-ce qu'il se sent. Ou « Ah, il n'a pas de l'air vraiment heureux aujourd'hui. » Donc, juste dans ce que la personne nomme, ça peut refléter comment est-ce qu'elle se sent. Donc, il faut être attentif à tous ces petits indices-là aussi. Ça peut aussi ne pas refléter, mais c'est d'aller vérifier avec la personne justement ces informations-là. Par la suite, on a l'anthropomorphisme qui est d'attribuer des caractéristiques humaines à l'animal. Donc ça, en fait, par exemple, ça pourrait être, si on prend l'exemple de la photo de mon chien à la droite, donc par exemple, on pourrait dire « Ah, il se fait bronzer » ou « Ah, il sourit, il est bien », il se relaxe en vacances. Bien, ça, c'est de l'anthropomorphisme. Okay? Le chien ne se fait pas réellement bronzer, puis peut-être que le soleil, il fait bien mal, puis il ferme ses yeux. Donc, en fait, ça, on peut voir aussi peut-être un peu de projection là-dedans. Donc, ça peut être intéressant aussi, même si ce n'est pas vraiment la vraie information, justement, que mon chien se laisse bronzer, mais des fois, on peut partir de ça puis venir travailler d'autres choses puis utiliser cette opportunité-là. Des fois, on peut aussi rectifier, hein, quand on parle, par exemple, je ne sais pas, de perception, ben, de venir questionner peut-être les perceptions de la personne. Donc, on peut vraiment les utiliser, ces effets-là, de tout plein de manières, ce qui est super intéressant. Par la suite, bon, l'animal, c'est un facilitateur social dans le sens où probablement que si vous avez un animal de compagnie à la maison ou un chien puis que vous vous promenez avec, bien, probablement que ça vous arrive de vous faire arrêter plus que arrêter par des personnes là, pour vous parler. Ça vous arrive probablement plus quand vous avez, par exemple, votre chien et vous êtes en train de vous promener que quand vous êtes tout seul. Donc, ça permet d'entrer en contact plus facilement avec les autres personnes. Puis, un peu dans le même sens, bien, ça permet aussi de s'ouvrir plus facilement sur son vécu. Ça peut être une belle porte d'entrée à la conversation. Donc, par exemple, que la personne nous parle des chiens qu'elle a eus ou encore de comment est-ce qu'il trouve notre chien. Ou, fait, ça débute bien aussi une relation qui est peut-être moins menaçante, justement, si on commence en parlant du chien, puis graduellement, on va sur la personne. Donc, ça peut être aussi une belle porte d'entrée, justement, qui est comme moins menaçante également. Par la suite, bon, ça permet sûrement que vous le savez, là, les animaux, ça permet aussi de s'apaiser. Le contact physique aussi avec l'animal permet de s'apaiser. Ça permet aussi d'être un peu plus dans le moment présent. Puis aussi, ça a été démontré par plusieurs études, en fait, que la présence d'un animal en intervention augmentait la motivation, augmentait la présence aux rencontres. Donc, ça avait vraiment augmenté cette motivation-là à s'investir dans un processus. Puis, finalement, on peut aussi observer une reproduction du modèle de relation d'attachement. Donc, c'est-à-dire que quand on est jeune, on crée un certain attachement avec nos parents. Ce modèle d'attachement-là va aussi se refléter dans nos relations à l'âge adulte. Puis, en fait, ce modèle-là va aussi pouvoir se refléter dans l'interaction entre la personne et l'animal. Donc, c'est super intéressant aussi de pouvoir l'observer dans l'interaction de la personne avec l'animal. Donc, tout ça sont des effets qui sont importants à connaître justement quand on utilise la thérapie assistée par l'animal pour vraiment venir les optimiser le plus possible là, quand on intervient avec les personnes.
Donc, pour la suite, en fait, je vais vous présenter un peu comment est-ce qu'on intervient avec un animal sur la base du modèle là, des opérations professionnelles en psychoéducation. Donc, en fait, pour vraiment vous montrer un peu c'est quoi tout le processus. Donc, en fait, je vais vous présenter ceux qui sont en vert. Donc, ceux que je ne présenterai pas, donc c'est les deux points qui portent sur l'évaluation, non pas parce qu'il n'y en a pas dans la thérapie assistée par l'animal, ça va être super important, mais il n'y aura pas nécessairement de spécificité par rapport à la thérapie assistée par l'animal là, pour ces deux points-là. Donc, je ne les aborderai pas nécessairement, mais sont super importants là, quand même, tout aussi importants. Puis, vous verrez aussi, je ne vous le présente pas nécessairement dans cet ordre-là, de 1 à 8. Là, je vous ai fait un ordre pour vous faciliter le plus possible, comme la compréhension, tout ça, parce que c'est pas nécessairement quelque chose de si facile à comprendre. J'ai fait un cours de plus de 500 heures là-dessus, fait qu'on pourrait s'en parler longtemps, donc je vais essayer de vous faire ça le plus condensé possible et clair. Donc, on commence tout de suite, dans un premier temps, avec la planification. En fait, comme je disais tantôt, les rencontres sont planifiées, sont structurées, puis on va vraiment vouloir définir des objectifs à la lumière de l'évaluation qu'on va avoir faite. Donc, en fait, les objectifs en thérapie assistée par l'animal vont vraiment viser l'amélioration du fonctionnement cognitif, physique, social, socio-émotionnel de l'humain. Puis par la suite, quand on va avoir établi les objectifs, fait l'évaluation, on va vraiment vouloir venir faire un pairage entre l'animal puis la personne à aider. Donc, comment est-ce qu'on fait ça, ce pairage-là? Donc, ça, c'est quelque chose qui demande quand même une bonne évaluation de la situation. Donc, en fait, on a plusieurs critères de sélection pour choisir notre animal. Donc, par exemple, ça peut être la curiosité de l'animal, ses motivations. Est-ce qu'il est motivé par la nourriture, par le jeu? Est-ce que les contacts sociaux, ça le motive? On doit regarder aussi, est-ce qu'il gère bien son stress? Est-ce qu'il est à l'aise dans des nouveaux environnements? Est-ce qu'il y a un bon lien aussi avec l'intervenant? Donc, tout ça, c'est des critères de sélection qu'on va venir regarder. Puis, en fait, ça ne sera pas tous les animaux qui vont travailler avec toutes les personnes. Donc, en fait, il y a certains critères de sélection, mais on ne s'attendra pas nécessairement à ce que tous les chiens répondent à tous les critères de sélection. Donc, en fait, on va venir pairer selon, en fait, justement, c'est quoi les forces du chien, c'est quoi aussi ses difficultés. Donc, par exemple, un chien qui n'aime pas tant le jeu que ça, ben ça ne sera pas grave, là, même si ça fait partie de l'évaluation. C'est assez rare des chiens parfaits, là. Fait qu'on ne s'attendra pas nécessairement à ça. Puis ces petites difficultés-là, mais on va pouvoir les utiliser aussi. Donc, comme tantôt, quand je parlais un peu de la disponibilité du chien, un chien qui est comme pas beaucoup disponible ou que ça demande peut-être un plus grand effort avant de créer un lien, bien ça, on peut venir l'utiliser dépendamment des objectifs qu'on veut travailler. Ou, par exemple, si on a quelqu'un, on a une personne qui a des comportements impulsifs, bien, on pourrait venir choisir un animal qui n'a pas beaucoup d'autocontrôle. Normalement, peut-être qu'on s'attendrait à ce que l'animal en thérapie assistée par l'animal ait un bon autocontrôle de lui. Mais s'il n'y en a pas un bon, bien, on peut venir travailler ça, on peut venir le travailler avec la personne. Donc, si une personne qui a des comportements un peu plus impulsifs, on va le mettre avec, par exemple, en dessous, je parle de comportements semblables ou opposés. Peut-être qu'on va se dire, je vais y amener un animal qui a un comportement un peu semblable, donc il n'y a pas beaucoup d'autocontrôle. Quand j'y montre de la nourriture, il veut venir tout de suite la prendre. Il y a de la difficulté à attendre. Donc ça, ça peut venir travailler la résolution de problèmes chez la personne. Puis, par exemple, trouver des stratégies pour améliorer peut-être l'autocontrôle du chien. Puis ensuite, le ramener sur la personne de comment elle peut se contrôler, comment est-ce qu'elle peut utiliser ces stratégies-là avec elle-même. Donc, voilà.
Par la suite, bon, dans l'organisation, probablement que vous doutez très bien que ça demande beaucoup plus d'organisation qu'une intervention sans animal. Donc, dans un premier temps, bon, c'est sûr qu'il y a l'espace, donc c'est important de justement bien connaître où est-ce qu'on s'en va avec notre animal, dans quel espace, est-ce qu'il y a d'autres animaux sur place aussi. Donc, ça, c'est toutes des informations qu'on doit prendre en considération là, avant de se rendre sur place. Par la suite, bon, tout ce qui est par rapport au temps, donc, par exemple, pendant une rencontre, hein, combien de temps est-ce que mon animal va être avec nous? C'est quoi la capacité aussi de mon animal? Est-ce que mon animal a beaucoup d'énergie? Est-ce qu'il y en a un peu? Donc, on doit tout prendre ça en considération. Par la suite, pour ce qui est du cas des procédures, ben ça, c'est quelque chose aussi à établir avant de se rendre à un endroit. Donc, par exemple, juste le trajet pour se rendre, par exemple, au local où est-ce qu'on fait notre intervention, bien, ça va être de sensibiliser aussi les personnes qui sont autour. Donc, par exemple, les employés, les personnes qui nous accueillent. Bien, on ne veut pas nécessairement que tout le monde aille sur notre animal. On veut garder aussi son énergie pour l'intervention. On veut aussi qu'il y ait des belles expériences, puis on veut vraiment s'assurer de son bien-être. Donc, on est un peu comme le garde du corps de notre animal quand on est en intervention, hein, dès le moment qu'on arrive dans un endroit, dans un milieu. Puis, bon, il y a aussi les imprévus. Comme je disais tantôt, on travaille avec des êtres vivants. Donc, ça se peut qu'un matin, ben, ils soient moins disponibles, qu'ils soient malades. Donc, ça, c'est toutes des choses à prendre en compte, puis qu'il faut faire preuve aussi de créativité, puis être bien organisé, puis avoir un plan B aussi. Par la suite, on arrive à la communication. Donc, la communication qu'on veut dans une intervention, ça va être vraiment une communication en triangle. Donc, on veut autant une communication entre l'intervenant, l'animal, l'intervenant, la personne aidée, que l'animal et la personne aidée. On ne veut pas nécessairement que ce soit juste une relation entre l'animal et la personne aidée. On veut vraiment faire un beau triangle entre tout ça, puis faire une belle relation entre les trois acteurs. Donc, ça peut être un défi aussi. En fait, l'intervenant en zoothérapie va vraiment être un leader. Cet intervenant-là doit vraiment s'assurer du bien-être de l'animal, du bien-être de la personne à aider aussi. Va vraiment devoir... donc, ça ne sera pas l'animal qui va être l'intervenant, ça ne sera pas l'animal qui va tout prendre sur lui. L'animal est vraiment là en support. Donc, c'est vraiment nous qui va être l'intervenant principal encore, même si l'animal est là. Par la suite, bon, la personne à aider, c'est important d'être à l'écoute de son verbal, mais de son non-verbal aussi, tout au long de l'intervention. Puis, ben, du côté de l'animal, ça va être super important d'être à l'écoute de ses signaux d'apaisement. Fait que les signaux d'apaisement, c'est quoi ça? Ça va être des petits signaux de stress qu'il va falloir être alerte parce que c'est un peu comme une personne, tu sais, avant de, par exemple, faire un comportement X, Y, Z, bien, on voit qu'avant, si on s'y attarde, on peut voir des petits signaux avant, par exemple, je ne sais pas que je suis encore dans le comportement impulsif, mais mettons, avant que la personne ait un comportement impulsif, mais on voit des petits signaux, mais c'est facile de les ignorer et de ne pas les voir. Donc, c'est un peu la même chose pour l'animal. Il nous donne des petits signaux. Donc, par exemple, signaux d'apaisement, ça peut être de se licher le museau, de bâiller, de lever un petit peu la patte. Donc, ça va être d'être alerte à tout ça pour vraiment s'assurer du bien-être de tout le monde dans l'intervention. Donc, ça demande une certaine capacité d'être un peu partout en même temps. Donc, voilà. Par la suite, quand on arrive dans l'animation, donc il y a un peu le gros morceau de tout ça. Donc, en fait, ça va être basé vraiment sur une approche cognitive comportementale. Donc, on va vraiment pouvoir l'intégrer, la thérapie assistée par l'animal, à cette approche-là. Puis, en fait, dans le modèle d'intervention actuel auprès de personnes contrevenantes, c'est cette approche-là également qui est utilisée. Donc, on va vraiment miser sur l'expérientiel, donc l'expérience d'activité entre la personne et l'animal. Donc, si on parle aussi de termes psychoéducatifs, hein, qui va être aussi le vécu partagé. Donc, on va créer des occasions hein, pour travailler tout ça justement dans le vécu partagé avec la personne.
Donc, en fait, quand on va être dans une, dans une activité qui va être peut-être un petit peu moins structurée, ou est-ce qu'il va y avoir moins de consignes, on va avoir un petit peu plus accès au modèle d'attachement ou au mode de fonctionnement de la personne. Donc, ça, dans l'observation, là, on va en parler tantôt aussi, mais ça va être super intéressant justement de pouvoir offrir certaines périodes un peu moins structurées à la personne, y donner peut-être un petit peu moins de consignes pour vraiment pouvoir voir le fonctionnement de la personne. Puis par la suite, bien, on peut aussi offrir des exercices qui vont être plus structurés, plus guidés un peu, où est-ce qu'on va lui dire un peu plus quoi faire, où est-ce qu'il va vraiment, la personne va pouvoir faire l'expérience de nouveaux comportements. Donc, de vraiment comme pouvoir le faire. Donc, ça, c'est quelque chose qui est super intéressant, de pouvoir tester des nouveaux comportements dans le réel, donc dans l'ici et maintenant. Puis, en fait, comme j'expliquais un peu tantôt, la meilleure stratégie d'intervention qui va être la moins menaçante, ça va être de partir du comportement de l'animal. Donc, tantôt, je pense que l'exemple que je donnais justement, c'était sur le manque d'autocontrôle de l'animal. On va venir vraiment faire des liens avec l'humain. Donc, on va vouloir que la personne fasse des liens avec elle-même. Donc, de cette manière-là, comme je le mets tantôt, c'est moins menaçant. Ça va aussi susciter des émotions, puis aussi une certaine logique, hein, le fait que la personne l'ait vécu elle-même, puis qu'elle fasse les liens elle-même, ce qui va vraiment venir faciliter la compréhension de la personne pour aller vers le changement. Puis, ça va aussi développer sa capacité de résolution de problèmes. Par la suite, bien, on peut voir que ça a un peu un effet comparable à une technique d'impact parce que, dans le fond, la personne va vraiment apprendre par plusieurs sens. Donc, ce qui va vraiment permettre une meilleure intégration là, des apprentissages. Donc, comme je disais tantôt, va pouvoir faire l'expérience de nouveaux comportements. Donc, puis de pouvoir aussi avoir un certain feedback de l'intervenant. Donc, l'intervenant va pouvoir voir comment est-ce que la personne met en place ces nouveaux comportements-là, puis comment est-ce qu'il pourrait peut-être faire autrement ou avoir ce feedback-là. Par la suite, bon, pendant une intervention, ben, l'animal ne va pas être présent tout le long. Hein. C'est sûr, si on travaille avec des personnes contrevenantes, ben, c'est sûr qu'il va avoir quand même une certaine capacité de raisonnement, une capacité de faire des liens. Donc, on va vouloir vraiment, pendant ces temps-là, les temps de discussion, ben, que l'animal aille un temps de pause en cage, donc pour se reposer. Il ne peut pas nécessairement être présent pendant 1 heure et demie. L'animal va être épuisé après ça, on ne veut pas l'épuiser. Puis ça va vraiment permettre aux humains après ça d'être plus disponibles pendant les discussions. Donc, de pouvoir être vraiment plus concentrés sur ce qu'on discute. Puis, en fait, en début d'intervention, c'est vraiment super important aussi d'expliquer les étapes d'entrée en relation avec l'animal. Donc, ce qui peut faire aussi des super beaux liens avec le consentement. Donc, vraiment, d'apprendre à la personne comment j'entre en relation avec l'animal. Il ne faut pas entrer n'importe comment en relation avec lui. Puis, ce qui permet aussi d'assurer le bien-être de notre animal. Puis, en fait, je parle beaucoup du bien-être de l'animal, mais c'est super important parce que, quand on l'amène en intervention, ben, on veut vraiment qu'il soit content, on veut qu'il veuille être là, puis qu'il sache que s'il y a quelque chose, ben, ça va être nous, c'est nous qui est responsable de notre animal. Fait que c'est nous qui va comme un peu prendre la pression de justement, par exemple, si la personne met de la pression sur l'animal ou s'il fait quelque chose que l'animal aime moins, bien, ça va être vraiment nous qui va devoir gérer ça et non l'animal qui va devoir le gérer. Donc, on veut vraiment le protéger le plus possible. Puis, par la suite, bon, chaque moment expérientiel qu'on va faire vivre entre la personne et l'animal, bien, on veut faire suivre d'une discussion. Pour pouvoir généraliser un peu ce qu'il a appris, pouvoir faire des liens avec lui-même, donc revenir un peu sur les différentes situations. Puis ça, on peut le faire une fois ou même 2 fois dans une même rencontre. Donc, par exemple, faire un petit moment d'expérientiel entre une activité entre la personne et l'animal, en discuter. Donc, l'animal, on le met de côté, on en discute, puis par la suite, on y fait vivre une autre expérience, puis ensuite, on en rediscute. Donc, ces retours-là sont super importants pour pouvoir permettre à la personne de faire des liens, puis
favoriser son apprentissage comme ça. Puis aussi, c'est important d'offrir un défi adapté à la personne, à l'animal aussi, pour que tout le monde vive des réussites, puis que aussi, ça peut permettre de découvrir des capacités puis des ressources. Hein. Ça peut permettre à la personne de découvrir certaines capacités chez elle-même. Donc, voilà pour l'animation. Donc, par la suite, on va dans l'utilisation. L'utilisation qui est un peu la généralisation des acquis. Donc, j'ai parlé un petit peu dans l'animation aussi tantôt. Donc, on veut vraiment venir faire donc l'utilisation qui va se trouver justement un petit peu plus dans les discussions qu'on va faire avec la personne. Donc, on veut vraiment venir faire des liens entre l'activité puis le vécu de la personne, généraliser à d'autres contextes de vie, donc que la personne puisse utiliser ça à son quotidien. Puis aussi, on peut laisser du matériel en lien avec l'activité à la personne ou encore laisser une photo pour, par exemple, une photo pour faire perdurer les apprentissages ou encore que si la personne voit la photo, ben, qu'elle se rappelle de qu'est-ce qu'elle a fait justement avec l'animal, c'était quoi cette expérience-là. Puis, finalement, on arrive à l'observation. Donc, j'en ai parlé un petit peu aussi tout au long, là. Observation directe en intervention, par exemple, pour prendre de l'information dans le contact non structuré entre la personne et l'animal. Donc, c'est ce que je disais un peu tantôt. Quand on offre, par exemple, une activité avec l'animal qui est un peu moins structurée, un peu moins d'instruction, ben, c'est là où est-ce qu'on va pouvoir voir ressortir un peu le mode de fonctionnement de la personne. Par la suite, observer les signaux d'apaisement de l'animal, super important. Puis, le personne aidée, voir c'est quoi ses canaux de communication aussi. Est-ce que la personne communique majoritairement par le verbal? Est-ce que c'est beaucoup dans le toucher? Est-ce que c'est plus dans le visuel? Donc, ça, c'est possible de tout observer ça aussi. Puis, l'observation va vraiment être super importante tout au long de l'intervention également. Puis, en fait, aussi, je trouvais ça intéressant de vous présenter, là, dans le cadre de mon essai, j'avais trouvé un petit cadre conceptuel là, qui avait été créé par rapport à la relation humain-animal, donc qui était la théorie relationnelle humain-animal. Puis, je trouvais ça super intéressant parce qu'il y avait quelques termes qui rejoignaient vraiment la psychoéducation, puis ce que je viens de vous présenter aussi. Donc, dans un premier temps, on a le moment relationnel que la personne, l'auteur de cette théorie-là avait soulevé, moment relationnel qui venait rejoindre vraiment le vécu partagé. Par la suite, on a le moment relationnel significatif humain-animal qui vient rejoindre l'événement significatif. Donc, à partir du vécu partagé, à partir de l'expérientiel, certains événements qui sont plus importants ou qui permettent de faire des apprentissages, bien ça, on va venir le travailler un peu plus particulièrement que les autres éléments qui ont été vécus dans le vécu partagé. Puis finalement, il y a l'impact thérapeutique de la relation humain-animal qui peut correspondre à l'utilisation, à vraiment la généralisation de ce qui a été vécu en relation avec l'animal. Donc, je trouvais ça intéressant de voir que justement, il y a comme vraiment une belle alliance qui semble se faire entre la psychoéducation puis la thérapie assistée par l'animal. Donc, on voit que ça peut vraiment super bien s'intégrer, puis de manière quand même assez naturelle aussi. Fait que c'est super intéressant. Puis, en fait, ce cadre conceptuel-là, il était expliqué, mais il n'y avait pas nécessairement d'intervention associée à tout ça là, dans cet article plus précis-là. Puis, pour terminer, je voulais vous partager quelques interventions. Donc, dans le concret, ça peut ressembler à quoi? De la thérapie assistée par l'animal. Donc, dans le premier, je vous présente une intervention que j'ai effectuée. Puis, je vais vous en présenter une deuxième aussi qui est un exemple d'intervention qu'on pourrait faire, mais que je n'ai pas nécessairement fait l'expérience là, encore. Donc, dans la première intervention, donc, où est-ce que je travaillais avec une personne qui avait des difficultés en lien avec la dépendance, puis, l'objectif général, c'était de développer sa capacité à communiquer. Donc, en fait, on a débuté là, la rencontre par expliquer c'est quoi les étapes d'entrée en relation avec l'animal. On a pris le temps de discuter un peu sans la présence de l'animal. Par la suite, après une brève discussion là, en début de rencontre, l'animal est venu se joindre à nous.
Puis, en fait, j'ai proposé à la personne un exercice avec mon chien, en fait, qui était de prendre un fromage qui est une très grande de ses motivations, de le déposer par terre, puis que le chien mange le fromage seulement quand la personne lui demandait. Donc ça demande beaucoup d'autocontrôle, mais mon chien connaissait quand même très bien cette commande-là. Hein. Au début, je ne savais pas trop si justement ça va être un défi pour mon animal ou pas. Donc ça fait aussi un peu partie de l'imprévisibilité puis de faire avec, en fait, ce qui se passe dans le moment présent, même si ce n'est pas nécessairement ce qu'on avait prévu. Donc finalement, mon chien a super bien fait ça. En fait, la personne a vraiment super bien réussi justement à faire rester l'animal. Puis la personne a aussi démontré une certaine confiance, un certain mode de communication qu'il n'avait jamais eu auparavant ou qu'on n'avait peut-être pas encore observé, puis qui était super clair, précis, directif. Il y avait une certaine confiance en lui qu'on n'avait pas encore observé. Donc, ça a été super intéressant après de faire un retour. La personne a nommé qu'elle s'est vraiment sentie écoutée parce que justement, l'animal avait un super bel autocontrôle. Puis aussi, on a tout pu décortiquer, en fait, qu'est-ce qui a fait en sorte que l'animal a bien écouté comme ça? Bien, ça faisait partie de comment est-ce qu'il était. C'est le fait qu'il ait décortiqué chaque étape, qu'il ait nommé clairement en un seul mot qu'est-ce qu'il voulait au fur et à mesure, qu'il avait confiance en lui. Donc, ça a été super pertinent de tout décortiquer ça ensemble par la suite. Puis, en fait, c'était une thérapie où est-ce que la personne était hébergée, donc un 28 jours. Puis à la fin de cette thérapie-là, chaque personne font un petit mot là, de départ, donc d'un petit 5 minutes. Puis dans ce mot de départ-là, la personne a mentionné son expérience justement qu'il a vécue avec l'animal, donc qui était 1 heure là, parmi ces 28 jours. Donc ça démontre aussi à quel point cet exercice-là l'a marqué justement par tantôt, je disais que ça faisait un peu l'effet d'une technique d'impact. Ça vient vraiment chercher tous les sens. C'est vraiment quelque chose de différent aussi. Fait que des fois, on a tendance à peut-être un peu plus s'en rappeler. Puis aussi, le fait d'avoir fait l'expérience en réel, ça peut être super aidant. Par la suite, deuxième objectif, qui est une intervention que j'ai développée, mais que je n'ai pas encore essayé en réel avec quelqu'un. Donc, qui est développer sa capacité à prendre un pas de recul. Donc, par exemple, quand on est en colère ou quand on vit beaucoup d'émotions ou dans un conflit, être capable de prendre ce pas de recul-là, de prendre un temps d'arrêt. Donc, en fait, comment est-ce que cette intervention-là pourrait se développer pour atteindre cet objectif-là? Dans un premier temps, en fait, on pourrait donner à la personne un défi à faire avec notre animal. Donc, par exemple, on lui fait faire un parcours, puis on lui dit, bon, fait que tu dois faire tel obstacle avec mon animal. Tu dois comme pas prendre de pause, tu dois réussir à le faire jusqu'à la fin. Puis, ça peut être, par exemple, je te donne 2 minutes pour le faire. C'est quelque chose d'assez difficile à réaliser, mettons. Fait que, donc, laisser la personne faire ce petit défi-là. Par la suite, on prend un petit temps de pause où est-ce qu'on met le chien de côté. On prend le temps d'en discuter. Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Est-ce que, justement, tu as pris une pause? Est-ce qu'il y a certains moments où est-ce que l'animal aurait eu besoin d'une pause? Qu'est-ce qui a été plus difficile? Puis par la suite, lui demander à la personne de faire un autre exercice, en fait, le même exercice avec l'animal. Par contre, la personne doit nous indiquer, par exemple, quand l'animal a besoin de prendre une pause. Fait que c'est sûr, c'est moins menaçant de dire tu dois me dire quand toi, tu dois prendre une pause, mais dire tu dois me dire quand l'animal a besoin d'une pause. Donc, que la personne identifie sur l'animal, OK, là, il aurait besoin d'une pause, un petit pas de recul pour après ça réfléchir, OK, comment est-ce que je peux mieux l'aider pour continuer. Puis ensuite, après cette activité-là, revenir avec la personne, donc reparler un peu du pas de recul, puis faire une généralisation avec comment est-ce que lui fait son pas de recul, comment est-ce que lui peut identifier qu'il a besoin d'un pas de recul après l'avoir identifié, par exemple, avec l'animal. Donc, ça, c'est un autre exemple là, de ce qu'on pourrait faire. Puis les possibilités sont vraiment infinies. Donc, c'est vraiment une belle stratégie d'intervention qui peut être très prometteuse là, auprès des personnes contrevenantes.
Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite présentation. Puis il nous reste encore un peu plus que 10 minutes là, pour la période de questions si vous en avez. Donc, voilà.